Merci Albert, merci au comité scientifique qui m'a permis de venir discuter avec vous aujourd'hui. Il y a un choix qui a été fait qui est de le faire le plus pratique possible. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire une littérature compliquée justifiant chacun des points, mais plutôt réintégrer ça dans la prise en charge quotidienne des patients sur cette problématique très spécifique de la prévention des infections urinaires. Alors c'est vrai que les algorithmes thérapeutiques dans la prise en charge, par exemple du blessé médulaire ou de la sclérose en plaques, elles ont beaucoup évolué au cours des 20 dernières années, elles se sont bien stabilisées, on va les revoir plus tard, mais cette problématique de l'infection urinaire, elle reste une problématique encore extrêmement présente. Elle est présente au cours de la première année, elle est présente tout au long de la vie de ces patients blessés médulaires avec un taux de réhospitalisation qui est quand même majeur et qui arrive à des niveaux extrêmement élevés quant au risque de réhospitalisation et au nombre d'infections urinaires. Alors c'est pas que le blessé médulaire, c'est vrai aussi, beaucoup de choses se sont décalées, c'est vrai aussi pour les autres patients avec des pathologies neurologiques et Djilali en a bien parlé tout à l'heure, c'est vrai aussi pour le Parkinson, c'est vrai aussi pour l'AVC. Et quand on regarde ces passages aux urgences, eh bien, on s'aperçoit qu'avec ces codes diagnostiques aux États-Unis sur un modèle proche des interrogations du SNDS, eh bien, ça reste une cause majeure pour ces autres pathologies neurologiques entraînant un dysfonctionnement vésico-sphinctérien. Donc se pose évidemment un certain nombre de questions dans la prise en charge de ces malades et des questions qui sont réduire la prévalence d'une complication majeure, avoir des critères diagnostiques fiables, ça on a vu la lecture en double aveugle dont nous a fait Aurélien tout à l'heure, savoir gérer efficacement les infections récidivantes et réduire le portage de ces germes multirésistantes qui, au bout d'un certain temps, finissent par poser d'énormes problématiques dans la gestion de ces complications infectieuses quant au choix des antibiothérapie adaptées quand elles sont vraiment nécessaires. Alors, il y a des nouveaux guidelines dans tout ça, et je vous ai mis quand même quelques nouveautés de ces guidelines qui introduiront un certain nombre de sujets. Dans l'épargne antibiotique, c'est vrai qu'on n'utilise plus dans le service, on ne fait plus de CBU et on ne donne plus d'antibiothérapie face aux patients qui sont colonisés pour faire les bilans urodynamiques. C'est un élément de prévention dans les différents points dont on a discuté tout à l'heure, d'épargne antibiotique pour éviter la suite. Dans les risques d'infection urinaire, vous voyez qu'il y a une table qui résume les risques d'infection urinaire, et quand vous regardez cette table, vous allez retrouver le patient neurologique à plein d'endroits, parce qu'il y a la problématique du résidu post-mictionnel, évidemment le fait d'avoir une pathologie neurologique, évidemment d'avoir utilisé des antibiotiques dans le passé, évidemment d'avoir une résistance, évidemment d'avoir une obstruction, souvent des anomalies de l'anatomie, et puis pour un certain nombre d'entre eux d'avoir eu ou d'avoir encore des cathéters à demeure, et un surrisque dans cette population d'avoir des calculs. Alors, le dataset de l'ISCOS, tout à l'heure, Aurélien en a parlé, ça illustre la nécessité d'avoir un dataset, ça illustre l'importance de cette problématique dans cette population spécifique, mais je ne vais pas revenir dessus, Aurélien en a déjà parlé. Alors, le premier élément de la prévention, c'est cet élément d'éducation des médecins généralistes, et de la population des patients quand on arrive à faire comprendre la différence entre une infection urinaire qui associe des critères bactériologiques et des symptômes et le retour de l'ECBU qu'on voit arriver chez ces patients qui font des ECBU même sans symptômes avec marqué infection urinaire probable sur le résultat de la biologie. Et ça, il faut quand même qu'ils arrivent à comprendre qu'il y a plus de risques à traiter une bactériurie asymptomatique qu'à simplement ne pas faire de CBU quand il n'y en a pas besoin. Donc cet élément est un élément important parce que l'illustration de la difficulté des critères diagnostiques, elle illustre la nécessité absolue d'un premier point qui est celui de l'éducation des patients quant aux critères diagnostiques. Avec un consensus fort
Et c'est vrai que si on l'intègre aussi, nous, dans nos pratiques, quand on voit les patients de ne jamais faire de CBU, c'est un élément majeur. Alors tout ça, ça a quand même un peu de mal à passer, parce que quand on regarde les recommandations américaines de suivi des patients avec des vessie neurologiques, et ben, dans les suivis, il y a encore la nécessité de faire des ECBU dans le suivi. On le voit une fois par an, on fait l'échographie, plus ou moins le bilan urodynamique s'il y a des facteurs de risque, plus ou moins la fonction anale, et le CBU. Or, il sert à quoi le CBU? Il ne sert strictement à rien s'il n'y a pas une infection urinaire spécifique. Ce n'est qu'un facteur de confusion supplémentaire dans la prise en charge. Donc le premier message qu'on a arrivé à faire passer, c'est de leur faire comprendre que la vessie n'est pas un organe stérile, que sous autosondage, qui correspond quand même à 80% des patients dans les algorithmes thérapeutiques, la colonisation est systématique. Cette colonisation, elle est un type de colonisation bactérienne dans la vessie, mais qu'elle ne correspond pas à un critère d'infection qui doit entraîner des symptômes liés à une réponse tissulaire à la présence des germes. Alors, premier élément, la phase aiguë. Comment est-ce qu'on prend en charge ces patients pour prévenir ce risque infectieux? Eh bien là, il y a ce très beau papier de 2025 où, en Australie, l'organisation du système de soins est un peu différente dans nos pays européens. Ils ont une filière complètement spécifique pour la rééducation qui comprend le médico-social. Et dans l'organisation de leur sécurité sociale, et ils fonctionnent de manière assez anglo-saxonne avec des recos, vous devez suivre les recommandations, etc. Et ils ont changé leurs recommandations sur la phase aiguë entre la sonde Admer et l'autosondage, et le sondage intermittent. Et ils se sont aperçus, aux surprises, mais qui étaient quand même déjà connus depuis très longtemps, mais ils le démontrent à l'échelon d'une nation, que le taux de réhospitalisation, le taux d'infection sévère, le taux de septicémie diminue de manière très significative quand on enlève la sonde Admer. Donc le premier message, c'est pas de sonde Admer, puisque c'est un facteur pronostic de diminution du risque infectieux majeur. Alors ça, c'est évidemment par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a moins de lésions de l'urètre, c'est qu'il y a moins de calculs, c'est qu'il y a moins de risque de manipulation de sonde. Et le deuxième facteur, c'est que, évidemment, sur l'impact sur l'hyperactivité du détrusor, qui est un facteur très important dans la maîtrise du risque infectieux, laisser la sonde Admer en place pendant plus longtemps, c'est exposer le patient à un risque d'hyperactivité du détrusor plus sévère. Mais si on cherchait une preuve, elle est là, elle est validée à l'échelle d'une nation, donc pas de sonde Admer. Et ceci le plus tôt possible. Alors c'est grâce au Nantais qu'on a ce magnifique algorithme de prise en charge des patients avec une neurovessie de type central, c'est-à-dire l'hyperactivité du détrusor et dysynergie vésico-sphinctérienne, qui a un cocktail magnifique d'incontinence et de rétention, incontinence par hyperactivité, rétention par la dysynergie avec obstruction, un tableau de rétention chronique qui favorise le risque d'incontinence. Et vous voyez là qu'il y a les différentes lignes thérapeutiques selon le niveau du patient, ses capacités fonctionnelles au niveau des membres supérieurs en particulier, qui permettent d'intégrer le patient dans une ligne thérapeutique qu'on va suivre tout au long de la vie du patient, ou tout au long, au moins, quand ses capacités fonctionnelles le permettent, quand il n'y a pas de surhandicap ou du handicap aggravé. Vous voyez que sur la partie gauche de cet algorithme, eh bien, il va s'agir de permettre aux patients d'avoir une continence qui est permise par le traitement de l'hyperactivité du détrusor, donc anticholinergique, puis quand les anticholinergiques ne marchent plus au bout d'un certain nombre d'années, toxine botulique, plus ou moins anticholinergique, puis chirurgie. L'avantage de cette stratégie thérapeutique, c'est que c'est à la fois la continence et la miction volontaire, et qu'on peut, avec un certain nombre de stratégies thérapeutiques chirurgicales en particulier, apporter cette solution thérapeutique à des patients qui ont même une atteinte au niveau des membres supérieurs, que ce soit par les cystostomies continentes et les différentes stratégies de réanimation chirurgicale du membre supérieur. Et puis à l'opposé, quand l'autosondage est impossible, et qu'on est une femme avec les mictions réflexes, avec des lésions suffisamment hautes, s'accompagne d'une incontinence, etc., on peut proposer une chirurgie de Bricquière. Chez l'homme, on peut proposer des mictions réflexes avec une sphinctérotomie. Ça, on le réserve vraiment aux patients les plus hauts. Et puis au milieu, il y a une stratégie thérapeutique, qui était une stratégie thérapeutique qui a été longtemps possible, qui consistait à faire une radicotomie postérieure
des racines sacrées, c'est-à-dire enlever la voie afférente du réflexe mictionnel et utiliser une stimulation électrique pour permettre d'entraîner la miction. Donc c'était continence par la radicotomie postérieure, miction par la stimulation électrique. Et dans tout ce schéma thérapeutique, la seule stratégie à très faible risque infectieux, elle est là. C'est la stratégie de Brindley. Le problème, c'est que cette stratégie n'est possible que chez des patients avec des lésions complètes et que ça a un impact à la fois sur la sensibilité périnéale, mais aussi sur les autres fonctions périnéales, la fonction génitosexuelle, la fonction anorectale, parce que vous bloquez un certain nombre de réflexes. Donc du coup, elle était utilisée que dans une population très spécifique de patients. Qu'est-ce que ça illustre ça? Ça illustre très clairement qu'aujourd'hui, on réfléchit à l'intérieur de cette boîte, mais que dans cette boîte, il y a la boîte autosondage qui correspond à peu près 80% des patients, et c'est peut-être là que le futur nous permettra d'éviter ce risque infectieux associé aussi au sondage intermittent, même s'il est bien meilleur en termes de risque rénal, en termes d'acquisition de continence que tout ce qu'on avait auparavant, pour pouvoir permettre d'avoir des stratégies de Brindley sans radicotomie étendue, avec des stratégies thérapeutiques innovantes type thérapie génique. Voilà, c'est quand même un élément important parce que réfléchir à la prévention du risque infectieux, c'est réfléchir en fonction des stratégies telles qu'elles sont disponibles aujourd'hui. Le futur sera probablement différent avec cette thérapie génique à herpès permettant de faire une radicotomie hyper sélective et l'utilisation de la stimulation électrique permettant du coup de réduire de manière importante le risque infectieux. Alors, des facteurs de risque d'infection, évidemment, on en connaît plein, puisque la stratégie préventive, elle se base sur le risque infectieux. Tout ça, c'est des vieilles études. Je rappelle juste quand même un élément extrêmement important, c'est la sonde Admer. La sonde Admer, c'est toujours une catastrophe. Ce n'est pas qu'une catastrophe en termes de risque infectieux, c'est une catastrophe en presque sur l'urètre, c'est une catastrophe en termes de risque sur la fonction rénale, et enfin c'est une catastrophe en termes de risque lithiasique, y compris la lithiase rénale. Hein, c'est le groupe de patients qui fait le plus de lithiase rénale. Deuxième élément, il y a un certain nombre d'autres facteurs qui ressortent dans ces études de la littérature, hein, la tétraplégie. On ne sait pas si la tétraplégie ou l'indépendance fonctionnelle est par l'intermédiaire d'un facteur confondant dans ces études qui est un mode mictionnel différent. Le reflux et les procédures invasives, mais il y en a d'autres. Il y a des lithiases, évidemment, la fréquence des sondages intermittents. Quand on est dans le groupe autosondage intermittent, traitement de l'hyperactivité du détrusor, moins de 5 sondages par jour, on augmente le risque. Ça, c'est extrêmement contre-intuitif pour la population. On a l'impression que le risque infectieux il est lié à l'introduction de la sonde. Évidemment, l'introduction de la sonde génère la bactériurie chronique, ou en tout cas l'entretien elle la génère. Mais la fréquence diminue le risque infectieux puisqu'il permet une clearance de ces germes par une vidange complète de la vessie. Autre facteur qui était à la base du risque et de développement de l'autosondage, le volume au sondage. Hein, quand Lapides a décrit tout ça, il a décrit ces facteurs de risque qui ont été validés secondairement. Quand on fait des grandes distensions vésicales, on augmente le risque infectieux. Quant au rôle du sexe, il est discuté dans cette population très spécifique de patients avec des signes neurologiques, avec probablement un surrisque chez la femme, mais qui est à mettre en balance d'autres facteurs confondants possibles. Du coup, maîtriser les facteurs de risque, c'est une démarche pratique. Démarche pratique et une démarche pratique à réaliser tout au long de la vie du patient. Parce que quand on regarde l'histoire naturelle, et Jonathan en a bien parlé, mais on l'avait illustré par des séries de suivis longitudinaux long terme de cette population, les patients ils se mettent à échapper à une ligne thérapeutique, puis à une deuxième pour arriver à la troisième. Donc le suivi neuro-urologique de cette population de patients, c'est du suivi à vie sur le très long terme, et à chaque fois, on cherche à maîtriser un certain nombre de facteurs. Donc maîtriser les facteurs de risque, c'est d'abord le catalogue mictionnel et la technique de sondage, puis on va revoir tout ça, le bilan urodynamique, le bilan morphologique et général. Pourquoi le catalogue mictionnel? Pour voir si le patient, dans son mode de fonctionnement, maîtrise les risques de fréquence, de volume et de durée, qui sont les trois facteurs simples.
Il y a 3 règles à l'apprentissage de l'autosondage qui sont faites pour maîtriser le risque infectieux. Fréquence des sondages supérieure à 5, volume inférieur à 500 et 1,5 litre de diurèse. La technique de sondage, parce que parfois on a des surprises sur la technique de réalisation des autosondages, il ne faut pas oublier de les re-regarder, éviter l'utilisation des antiseptiques dont on sait qu'ils apportent une colonisation périnéale à des germes non saprophytes. Deuxième élément, vérifier que la technique de sondage vide bien la vessie, parce que parfois c'est fait de manière un peu rapide et un peu brutale sans qu'on permette d'avoir le bénéfice du sondage avec la vidange complète de la vessie. Deuxième élément, le bilan urodynamique, pour vérifier que dans les facteurs de risque, l'hyperactivité du détrusor, qui en est un, est correctement contrôlée par le traitement. Et quand Aurélien discutait tout à l'heure du fait que le patient est souvent une aide, je vais illustrer mon propos par le propos suivant. Quand on voit les patients pour les injections de toxines tous les 6 ou 7 mois, on leur demande toujours, pour collecter cette donnée, le nombre de traitements antibiotiques qu'ils ont pris pour infection urinaire dans les 6 mois précédents. Très souvent, on se retrouve avec un traitement d'infection urinaire dans le mois d'avant. Ils disent j'avais des fuites, les fuites sont réapparues, j'ai été traité, ça allait mieux. En fait, c'est pas j'ai été traité, c'est allé mieux, c'est que dans les facteurs, eh bien, la toxine diminuait son activité, la sensibilité de l'hyperactivité à l'inflammation générée par la présence des germes faisait que sous antibiotiques, ils redeviennent continents. Ça ne veut pas dire que le problème n'était pas simplement le fait que la toxine était moins efficace. Donc c'est un sujet compliqué et subtil, mais il faut essayer, autant que faire se peut, de maîtriser ce risque, sachant par exemple que chez les patients qui ont des lésions périphériques, les queues de cheval, ou bien quand les chirurgiens ont fait un nouveau réservoir type entérocystoplastie, le risque infectieux diminue drastiquement. Et puis enfin, le bilan morphologique et le bilan général pour essayer de maîtriser les risques qu'on retrouve. Donc je reprends ces différents points parce que ce sont différents points qui sont très importants, qui font partie de l'éducation, qui doivent être repris à chaque fois. La diurèse, le volume, le nombre et la technique. Le bilan urodynamique, c'est l'hyperactivité non maîtrisée ou le trouble de compliance. Si l'échographie ne montre pas de dilatation rénale, parce qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à interpréter le régime de pression dans la vessie, s'il y a un reflux. Vous avez une chambre d'expansion. Cette chambre d'expansion fait que les pressions que vous enregistrez dans la vessie sont plus faibles. Donc c'est toujours échographie en même temps que le bilan urodynamique, pour adapter les solutions thérapeutiques ou les mettre en route si nécessaire entre la première et la deuxième ligne, la deuxième et la troisième ligne. Et le bilan morphologique général, c'est au moins l'échographie à la recherche de dilatation et de calcul. Et il y a 30% de faux négatifs sur les calculs avec l'échographie, donc on peut être amené à faire des uroscanners, surtout s'il y a un antécédent de lithiase. Et le surrisque lithiasique chez le patient blessé médulaire, par exemple, il est surtout prédominant quand il y a eu pendant la première année une histoire de lithiase. Sinon, il est assez proche de celui de la population générale. Donc la fréquence des scanners, elle doit être adaptée en fonction du risque qu'il y a eu au cours de la première année. Ne pas oublier les facteurs de risque généraux à maîtriser. Vous savez que dans cette population, il y a un surrisque de diabète et de syndrome métabolique tout à fait non négligeable. Ne pas les rechercher, c'est quand même franchement dommage. Regardez l'impact des traitements qui sont pris en compte, en particulier dans la sclérose en plaques, sur le risque d'immunodépression. Et puis ne pas oublier un certain nombre de facteurs confondants, la symptomatologie étant souvent liée aux fuites, de vérifier qu'à la fibroscopie, on n'a pas un cancer de vessie et des anomalies morphologiques majeures avec par exemple des diverticules qui ne se vident pas. Donc vous voyez un bilan qui est un bilan important, qu'on doit pouvoir refaire de manière régulière à la fois dans la prévention, mais si le patient vient à être amené à se plaindre d'infection urinaire à répétition, il faut absolument tout refaire pour re-regarder. Et puis il y a un certain nombre de cas particuliers avec des solutions pratiques. Quand il y a une entéroplastie, que ce soit pour une cystostomie continente ou avec un agrandissement de vessie, il ne faut pas oublier que cette entéroplastie, elle va s'accompagner d'une sécrétion de mucus. Quand il y a cette sécrétion de mucus, il faut changer le diamètre des sondes, parce que sinon les sondes se bouchent à la vidange, et du coup on se retrouve avec des patients qui ont des taux de qualité de vidange beaucoup moins bonne, simplement parce qu'on a oublié de changer le diamètre de la sonde.
Donc ne pas oublier que dans l'entéroplastie, il faut changer le diamètre de la sonde. Deuxième élément, c'est que c'est un facteur de risque associé de lithiase et que donc il faut aller rechercher les lithiases un peu plus spécifiquement dans cette population de patients parce qu'ils vont être aussi facteurs de risque qui entraînent le risque infectieux. Autre situation qui est celle des mictions réflexes, qui est à réserver plutôt chez l'homme dans les cas de lésions très hautes, ou bien par exemple dans le cas des scléroses en plaques, quand le DSS quand le handicap a progressé de manière suffisamment importante, qui fait que dans son histoire, au début, il était en miction spontanée, puis apparaissent les impériosités, on traite les impériosités, puis à un moment donné, on passe au sondage, etc. Et à un moment donné, le sondage devient franchement plus difficile, que ce soit pour à cause des troubles cognitifs ou des fonctions de membre supérieur, et on peut être amené chez l'homme à proposer des sphinctérotomies pour permettre une meilleure vidange de la vessie. Eh bien, il ne faut pas oublier que ce qu'on a choisi initialement ne sera pas forcément vrai toute la vie sur le fonctionnement vésical. Et que, en particulier sur les sphinctérotomies, il y a un certain nombre de données actuelles, l'équipe de Nantes avait montré ça, on a regardé ça aussi, c'est que petit à petit, sur obstruction, la vessie finit par épuiser sa capacité contractile et se vide de moins en moins bien. Donc, chez un patient sphinctérotomisé, ne pas oublier de réévaluer sa capacité à vidanger sur le bilan aérodynamique. Et puis, on peut évidemment, sur une sphinctérotomie, avoir une récidive post-sphinctérotomie, c'est-à-dire qu'il y a une petite zone de fibrose qui vient se mettre à l'endroit où il y a eu l'incision de sphinctérotomie, qui recrée un obstacle secondaire. Et puis sur le briquaire, alors ça, quand on a des patients avec des briquaires, le risque infectieux, il existe. Vous savez qu'il y a à peu près entre 3 et 5% de sténose de l'anastomose entre l'urtère et le tube digestif. C'est incompressible, quelle que soit la technique chirurgicale. C'est une source de mauvais flux d'urine au travers de l'urtère, puis dans le petit segment d'iléon, puis la peau. Donc, la recherche du reflux, parce que c'est une stratégie chirurgicale refluente, permet de faire le diagnostic, ou bien sûr la dilatation, et c'est souvent une cause importante d'infection surbriquaire. Mais la première, c'est souvent l'appareillage. C'est-à-dire que la qualité de l'appareillage qui est fait, il faut arriver à comprendre que sur briquaire, il faut que ce flux d'urine s'élimine le plus possible et de manière le plus libre possible, et bien vérifier que l'appareillage à la peau est fait correctement et que le drainage des urines est fait de manière déclive. On peut aussi avoir des sténoses au passage cutané du segment d'iléon. Il y a un élément que j'ai oublié et j'y ai pensé tout à l'heure, c'est dans la stratégie globale de prévention, c'est le traitement de la constipation. Et alors c'est vrai que tout le monde dit ça depuis très longtemps, les patients constipés, ils font plus de... Dans la pathologie neurologique, vous savez qu'il y a une dyschésie anorectale, un ralentissement du transit, et c'est grâce à la première étude contrôlée qui a été faite sur le péristine, donc des systèmes de lavement rétrograde, que dans les bénéfices secondaires, on regardait la consommation de médicaments dans les mois qui ont suivi l'introduction, moins 50% d'infection urinaire avec l'utilisation du péristine. Donc la prise en charge de la constipation est un facteur qui permet de maîtriser les risques infectieux. Alors peut-être le principal, parce qu'en dehors du fait de bien traiter le bon patient, de maîtriser les facteurs de risque, il y a un premier facteur à maîtriser, c'est le patient, son entourage, son médecin généraliste, son entourage de soins, pour éviter les prescriptions d'antibiotiques débiles. Et le nombre de patients qu'on voit, vous êtes sous autosondage, on va vous faire un ECBU par mois, vous m'amènerez bien l'ECBU, et puis on verra si on le traite. C'est monstrueux. Cette mauvaise pratique de l'utilisation de l'antibiothérapie dans cette population est catastrophique. Le deuxième facteur, c'est plus on sonde, plus on s'infecte. Ça, dans cette population, c'est délirant. C'est au contraire, plus on sonde, moins on s'infecte. Et puis reprendre des critères diagnostiques et une démarche diagnostique, c'est vraiment important. Donc la fiche que vous a montré tout à l'heure Aurélien sur la prise en charge, les types d'antibiotiques à utiliser, à ne pas utiliser, éviter les quinolones, etc., sont des fiches qui sont à diffuser et diffuser toujours, en sachant qu'elles doivent s'accompagner de l'éducation du patient, de s'assurer qu'il a compris ce qu'on lui explique, pour qu'il arrive à maîtriser son entourage, pour éviter mésusage de l'antibiothérapie.
Donc au total, on a beaucoup d'éléments à contrôler. Avoir un mode mictionnel adapté, on espère en avoir des nouveaux qui diminuent le risque infectieux, le contrôle de la fonction vésicale, ne pas oublier les complications urologiques associées. Hein. J'en ai pas parlé là puisqu'on se centrait sur la vessie neurologique, mais c'est pas parce qu'on a une paraplégie qu'on n'a pas le droit d'avoir une hypertrophie bénigne de prostate ou un prolapsus. Et puis former le patient et son médecin généraliste aux infections urinaires reste toujours une clé dans la prise en charge pratique de la prévention des infections urinaires. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre. Alors, j'avais noté sur le programme que la discussion était à la fin, mais je pense que c'est plus pratique qu'on discute après chaque communication. Donc, je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions. Tu as donné les mots-clés, hein, colonisation, ECBU, sondage demeure, autosondage intermittent. Donc, tu as bien balayé l'ensemble du sujet. Moi, j'avais juste une question. Tu n'as pas parlé dans l'évaluation morphologique. Est-ce que vous avez des indications à envoyer, alors pour les femmes à une consultation gynécologique éventuellement pour notamment l'évaluation. Alors je sais que ça, vous savez le faire aussi, le plancher pelvien, mais la part du gynécologue dans l'évaluation, parce que moi je les envoie systématiquement. Ouais. Alors c'est très important, en particulier en période de périménopause ou de ménopause, pour éviter le surrisque lié à la carence oestrogénique. Donc évidemment on le fait. On a même monté une consultation gynéco dans le service pour avoir un gynécologue qui veut bien le faire, parce que comme vous le savez, le principal problème pour ces patients handicapés, c'est l'accès aux soins. Et l'accès aux soins gynécologiques, il a beaucoup progressé ces dernières années, mais il reste quand même relativement problématique. Donc effectivement, maintenant qu'on a le gynéco sur place, c'est beaucoup plus facile.